Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, conférence Cœur et intuition, union entre Orient et Occident. Conférence présentée dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie en 2017. Bonne écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sophie. On est très heureux de vous accueillir ici à Nouvelle Acropole pour cette troisième conférence dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie, comme vient de le dire Sarah. Alors, ce soir, on a un thème qui nous tient particulièrement à cœur, avec cœur et intuition. C'est un thème hautement important, je pense, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le monde. Certainement, c'est ce que nous pensons à Nouvelle Acropole, et aussi c'est ce que mentionne également la directrice de l'UNESCO en parlant de cette journée mondiale de la philosophie. En fait, on parle aujourd'hui d'une urgence d'amener la philosophie dans la vie quotidienne. Je pense que quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, on peut sentir en effet ce besoin de se questionner, de s'arrêter, de redécouvrir des voies qui peuvent nous permettre de vivre dans un monde plus humain. À l'intérieur de chacun de nous, c'est certain qu'il y a une aspiration à pouvoir se relier aux autres de cœur à cœur, de pouvoir avoir des relations qui soient authentiques, de parler d'âme à âme et de pouvoir aussi trouver des pistes de réflexion, des pistes de solution des fois à notre mode de vie contemporain qui engendre des déséquilibres, que ce soit dans notre relation avec la nature, par exemple, le monde qui nous entoure. Tous, on aspire à pouvoir établir des liens harmonieux avec un ciel étoilé, avec la forêt, avec les rivières, les océans. Et quand on voit les dommages qui sont faits à notre environnement, ça nous affecte, on est affecté par ça. Tous, on aspire à avoir des relations avec les membres de nos familles, avec nos collègues, avec nos amis, qui soient authentiques, mais souvent on est pris dans une course effrénée des jours et des semaines qui passent sans avoir le temps de souffler, sans avoir le temps de respirer. Mais alors où on s'en va comme ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors c'est pour ça que c'est fondamental qu'on puisse avoir un temps, avoir un espace où on peut ouvrir un peu cette réflexion, et je dirais ouvrir le cœur pour recevoir le questionnement profond qui existe à l'intérieur de nous et pouvoir redécouvrir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est fondamental. On a tous des intuitions de ce qui est justement essentiel. On le sent à l'intérieur de nous. Mais c'est comme si, dans notre mode de vie, dans notre fonctionnement, on ne laissait plus de place à ceci. Et c'est ça que Sophie et moi voulons, ouvrir ce soir avec vous, cet espace-temps de réflexion pour qu'on puisse tous revenir à soi-même, peut-être se rebrancher sur notre propre cœur
peut-être un peu débrancher des cell phones pour quelques instants et se brancher à nous pour pouvoir peut-être à nouveau établir des liens avec ce qui est important. Donc, ce que je suis en train de dire, bon, quand on parle d'une relation et d'une aspiration que nous avons, qu'a l'âme, en fait, de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir quelque part prendre son envol. On le fait quelquefois en allant en nature. La fin de semaine, on sort des cités dans lesquelles on a évacué justement tout ce qui est vivant, ce qui est beau, ce qui nous régénère, ce qui nous ressource. Parce que c'est ce que fait le cœur. Le cœur, le contact, quand on est en contact avec son cœur, on peut voir le beau. On peut se ressourcer. Ça nous amène de l'énergie. Ça nous amène la capacité à pouvoir voir ce dont l'autre a besoin. Et ça, ça veut dire un humanisme, une capacité de comprendre. Là, on est dans une culture qui s'est beaucoup développée depuis 2000 ans, surtout à partir d'une culture qui s'est développée sur l'intellect, sur la raison. Et on a compris aussi la philosophie dans ce sens-là. Mais la philosophie, c'est une autre chose. Quand on retrouve à son sens premier, de philo, amour, de la sophia, amour de la sagesse. Amour de la sagesse. Et en fait, toutes les grandes traditions dans l'humanité nous ont parlé de cette nécessité pour nous de se relier à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est sage, de comprendre, de se rapprocher de la sagesse. Bien sûr, la sagesse, on ne l'atteint pas, mais on peut marcher vers elle. Et c'est ça une école de philosophie. C'est une école qui aime la sagesse. Et à Nouvelle-Acropole, c'est ce qui nous caractérise. C'est dans cette approche que l'on développe les ateliers de philosophie ici. Amour de la sagesse parce que on ne peut, les anciens, toutes les traditions de sagesse nous l'ont mentionné, on ne peut connaître que en aimant. Pour apprendre, il faut aimer. Si je n'aime pas, je ne peux pas apprendre. Si je n'aime pas, qu'est-ce qui se passe quand je n'aime pas? Alors, il y a fermeture. Mais aussitôt que j'aime, alors, d'accord, alors il y a une disposition, il y a une ouverture, il y a un accueil possible de ce qui m'entoure, il y a un accueil possible de l'autre, il y a un accueil possible de la différence. Alors c'est ça la démarche philosophique. La philosophie, ce n'est pas de connaître, de savoir, ce n'est pas ça. La philosophie, c'est comprendre, et comprendre avec le cœur. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'universités, on a développé beaucoup de domaines d'expertise, beaucoup de domaines de savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces expertises? Qu'est-ce qu'on fait avec ce savoir? Est-ce qu'on est en train de réduire la misère humaine? Il y a une grande dame philosophe qui disait les meilleures des philosophies sont celles qui réduisent la misère humaine. Est-ce qu'on voit que ceci est en train d'advenir dans notre culture, dans notre monde aujourd'hui? Beaucoup de savoir, beaucoup dans les domaines de la science, dans les domaines de la technologie, mais à quoi sert ce savoir? Est-ce qu'il sert à produire plus d'armement qu'on va donner aux enfants? Est-ce qu'il sert à produire
des engins qui vont détruire de plus en plus pour pouvoir, des parties de terre pour pouvoir s'emparer des ressources de la terre et qui va créer des déséquilibres dans les pays au point qu'on va avoir des vagues de migration et de migrants et des grands camps de réfugiés un peu partout sur la terre. Mais on est en train d'être un peu fou, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a tellement une urgence de revenir au sens, de revenir à ce qui est important, ce qui est fondamental, de revenir à nous, de revenir au cœur. Et toutes les civilisations à travers l'humanité qui sont revenues à eux, qui sont revenues à l'humain, qui sont revenues au cœur, ont pu développer des enseignements de sagesse qui nous aident à comprendre, qui nous aident à vivre, qui nous aident à dépasser la confrontation, le conflit, qui nous aident à nous harmoniser. Parce qu'il y a eu des temps, à travers l'histoire de l'humanité, où il y a eu des périodes d'harmonie, il y a eu des périodes de renaissance, de valorisation du beau, du bien, du juste. Il y a pas de... L'humanité n'est pas parfaite, on n'a jamais été parfait, mais on a eu dans certaines périodes, dans certaines parties du monde, on était quelquefois plus près du sens des choses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver ça? Oui. Et oui, on peut toujours, parce que la vie est toujours là. Nous sommes toujours là avec la tête, bien sûr, mais aussi avec le cœur, avec ce qui nous caractérise comme humains. Non? Et avec ce que la vie aussi, magnifique, nous donne comme possibilité. Donc, dans ces traditions, on va en parler. À travers tout le monde oriental, tout le monde occidental, on a une expérience qui est absolument fabuleuse, qui nous parle de l'essentiel. Et l'essentiel est atemporel. Ça n'appartient pas à une époque, ça n'appartient pas à une culture en particulier, c'est de tout temps, et ça nous appartient à nous comme expérience humaine. Et en se reconnectant sur ça, c'est certain qu'on peut retrouver des voies de développement qui crée un peu moins de conflits, un peu moins de chaos, un peu moins de désordre pour nous-mêmes. Parce que, c'est ça, quand on sort de ces villes qui évacuent, comme on disait tout à l'heure, la nature, la vie elle-même, et qu'on se retrouve au sommet d'une montagne, qu'on se retrouve au bord de lac, en pleine mer, et que l'on entend le chant du vent, le son, la musique de la vie. Alors, ceci nous vient nourrir, ceci nous apporte quelque chose. Mais pourquoi nos cultures, nos sociétés ne pourraient pas intégrer davantage cette nature au cœur même des cités? Pourquoi pas? Donc, de toutes les, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans toutes les cultures, on va retrouver ces enseignements qui nous aident à vivre, mais qui aussi sont des voies qui nous permettent de comprendre. Comprendre avec quelque chose qu'on a beaucoup dénigré, mais qui est fondamental, et c'est l'intuition. Parce que c'est une faculté que nous avons. Et qu'est-ce qui a cette faculté d'intuitionner, de capter ce qui est bon, encore une fois, ce qui est juste, ce qui est équilibré, ce qui est harmonieux? C'est le cœur. Et c'est très intéressant parce que les anciens le savaient, mais aussi on est en train de le comprendre de plus en plus aussi dans la science contemporaine, dans la science fondamentale contemporaine, qui est en train de nous amener un message vraiment intéressant et qui va beaucoup plus loin qu'une science au service, encore une fois, d'un commerce, d'un marché. Et puis Sophie, tu vas nous parler de ça. Oui, donc c'est intéressant parce que aujourd'hui, malgré qu'on sache beaucoup de choses, on a beaucoup de connaissances, comme tu as dit Céline,
On a dans les universités, il y a beaucoup de recherches qui se font, mais c'est comme si on n'a jamais été aussi ignorant en termes de connaissance du cœur. Puis, ce que les anciennes traditions savaient, ce que les anciens savaient déjà, eh bien, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de le redécouvrir avec la science. Donc, c'est comme si toute la connaissance du cœur que les anciennes civilisations possédaient, c'est comme si elle s'était un peu perdue aujourd'hui. Et puisque nous vivons, comme Céline t'en a parlé un petit peu, nous vivons beaucoup dans un monde très rationnel. Donc, on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans la réflexion, dans la pensée, on est beaucoup ici, en haut. Donc, on a besoin de se réapproprier cette sagesse-là. Et aujourd'hui, ça se fait par la science, du moins en partie. Donc, on a beaucoup de recherches qui se font à propos du cœur. Céline t'en a parlé, tu as parlé beaucoup de la dimension symbolique du cœur. Mais je vais vous parler un peu de la dimension physique, en fait, du cœur, parce que le cœur, c'est quoi finalement? Quand on parle du cœur, on parle aussi de l'organe physique. Donc, nous avons tous un cœur à l'intérieur, et Céline s'en a bien parlé, le cœur est au centre. Donc ça, c'est intéressant parce que, justement, c'est le centre de nous-mêmes. C'est où on est centré, finalement. C'est drôle parce que quand on pense à « je suis », est-ce qu'on se place ici ou on se place ici? Souvent, on se place ici. Donc, notre capacité de penser, de réfléchir, notre perception de nous-mêmes, elle n'est pas ici, bien souvent, mais elle est ici, dans la raison, finalement. Et ça, c'est quand même particulier parce que autrefois, c'était pas comme ça. Dans les anciennes civilisations, en Égypte, en Orient aussi, chez les bouddhistes, chez les moines bouddhistes, entre autres, leur centre de conscience, il n'était pas en haut, mais en bas ici. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous faire ressentir un petit peu ce soir. Donc, ce qu'on veut essayer, c'est qu'on sorte un peu de la tête, qu'on descende un petit peu plus au centre de nous-mêmes. Puis ça, c'est important parce qu'on va le voir tout à l'heure, notre capacité de sentir, de percevoir, elle est totalement différente quand on est ici versus quand on est dans notre tête. Donc là, on va rester un petit peu au niveau de la tête parce que j'ai besoin de vous présenter quand même quelques notions là, scientifiques. Donc, par rapport au cœur, donc qu'est-ce que la science nous dit sur le cœur? Donc, on a beaucoup de recherches aujourd'hui et en fait, c'est étonnant parce que c'est quand même des données qui nous semblent un peu presque de la fiction, mais en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on sait que le cœur, c'est pas seulement une pompe. Donc, peut-être que dans vos cours de biologie, d'anatomie, on vous a expliqué que le cœur servait à pomper le sang dans le corps. Donc, effectivement, c'est sa principale fonction, mais c'est sa dimension la plus physique, la plus concrète. Et le cœur accomplit beaucoup plus de choses. Comme Céline t'en a mentionné beaucoup, mais physiquement aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de notre organisme. Il y a un fait qui est extrêmement intéressant, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais on sait aujourd'hui que le cœur possède plus de 40 000 neurones. Donc les neurones, ce sont des cellules nerveuses qu'on retrouve dans le cerveau et dans notre système nerveux. Donc c'est quand même assez intéressant parce que on pensait autrefois que le cœur possédait seulement des cellules musculaires, justement pour contracter le cœur, pour accomplir sa fonction de pompe. Mais on sait qu'il y a des cellules nerveuses, donc il y a des neurones. Et lorsqu'on parle de neurones, on parle de communication. On parle qu'il y a de l'information qui passe, qui communique. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cœur transmet de l'information. Le cœur non seulement transmet de l'information, mais aussi émet de l'information et reçoit aussi beaucoup d'informations. D'ailleurs, c'est sa principale fonction, je vais en parler un peu tout à l'heure, c'est sa fonction de réceptivité. Donc, c'est de recevoir l'information de notre environnement, de qu'est-ce qui se passe. Donc, le cœur va communiquer avec le cerveau et va communiquer aussi avec d'autres, avec tout le corps. Et on sait maintenant que le cœur envoie plus d'informations au cerveau que le cerveau en envoie au cœur. Donc, c'est quand même intéressant parce que rationnellement, logiquement, on pourrait penser que c'est le contraire. Parce qu'on pense que le centre de contrôle, c'est vraiment au niveau du cerveau, c'est vraiment ici que ça se passe. Mais le véritable chef d'orchestre, c'est le cœur. Donc, celui qui décide, c'est le cœur. Donc, le cœur va communiquer par des impulsions nerveuses, justement, entre autres via les neurones.
mais va communiquer aussi par des hormones. Et on sait aujourd'hui que le cœur est une véritable glande et va produire des hormones. Il va produire des hormones de stress, il va produire des hormones de relaxation. Et il va ainsi moduler des émotions, il va ainsi influencer, il peut activer des régions du cerveau, peut en désactiver. Et ça va influencer notre perception, ça va influencer notre façon de voir une situation. Donc, le cœur peut faire beaucoup de choses. Le cœur peut moduler la colère, par exemple. Donc, on pourrait penser que lorsqu'on est en colère, on a envie de s'emporter, puis là, on se calme un peu. Donc, on pourrait penser que ça vient du cerveau, mais le cœur a cette capacité-là de moduler des émotions. Donc, et aussi va communiquer avec le cerveau via le nerf vague. Bon, je ne vais pas embarquer trop dans les termes scientifiques, mais c'est quand même intéressant parce que c'est comme si le cœur savait, donc le cœur est autonome finalement. Ce que ces recherches-là sont en train de nous dire, c'est que le cœur n'a pas besoin du cerveau pour prendre des décisions. Le cœur prend des décisions indépendamment du cerveau. Le cœur peut aussi se souvenir. Le cœur peut percevoir vraiment beaucoup de choses et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus d'informations qui part du cœur et qui s'en va vers le cerveau. Donc c'est tout un système autonome de fonctionnement. Donc juste pour l'image aussi, juste un petit clin d'œil pour l'image. Donc c'est vraiment le cœur qui tire sur le cerveau dans le sens que c'est lui le véritable chef, c'est lui le véritable maître finalement. OK. Donc, la science aussi nous dit que du cœur émanent aussi des vibrations. Donc ça pourrait sembler un peu abstrait, un peu métaphysique, mais en fait, on peut mesurer un champ électromagnétique. Donc, du cœur part un véritable champ électromagnétique. C'est un peu cette forme-là, donc c'est la forme que prend un champ électromagnétique. Et ce champ-là peut être mesuré à aussi loin que 5 mètres de la personne. Donc, c'est quand même loin. Ça veut dire que notre champ s'étend aussi loin que 5 mètres. Donc, ça veut dire que dans cette pièce, actuellement, tous nos champs électromagnétiques qui émanent de nos cœurs respectifs sont en interrelation. Donc là, comme on voit sur l'image, donc ça veut dire que il y a des connexions qui sont là sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Nos champs électromagnétiques sont en connexion. Puis on espère qu'ils soient en cohérence. Je vais en parler un peu tout à l'heure sur le phénomène de cohérence. Mais donc ça veut dire que notre cœur, vos cœurs respectifs en ce moment sont en train de sentir l'ambiance, sentir qu'est-ce qui se passe, percevoir. Donc vos cœurs respectifs reçoivent l'information. Et ça passe pas par le cerveau. Ça peut être envoyé par le cerveau, mais ça passe par un autre circuit, finalement. Puis, donc c'est intéressant parce que on a souvent l'impression qu'on est isolé. Parce que souvent, quand on est dans notre tête, on est dans notre petit mental, on est dans notre ego. Ça, les orientaux, on en parlé beaucoup. Peut-être, Céline, tu vas aborder le sujet tout à l'heure. Mais on a beaucoup l'impression aujourd'hui qu'on est isolé. Qu'on est seul dans notre petite bulle, qu'on est... Souvent, on prend le métro, on est comme dans notre truc, on bouscule les gens, ou on se fait bousculer. Donc, on est très isolé, on est très seul dans notre petite boîte ici en haut. Mais on oublie que nous sommes tous connectés les uns avec les autres et aussi avec la Terre, finalement. Puisqu'on peut mesurer aussi que les scientifiques ont mesuré que les plantes, les arbres, ont eux aussi un champ électromagnétique. Puis leur champ va être plus relié par rapport à la Terre, parce que les arbres sont vraiment enracinés dans la Terre. Et eux aussi, les arbres vont percevoir des vibrations ou des choses qui vont se passer dans leur environnement. Puis un fait intéressant que je peux vous partager, c'est qu'on sait maintenant qu'avant un tremblement de terre, par exemple, un arbre, dans son champ électromagnétique, il va avoir des variations. Donc l'arbre va percevoir, à travers son champ électromagnétique, un changement dans le champ électromagnétique de la Terre. Donc
c'est quand même intéressant, parce que ça peut nous sembler un peu farfelu aujourd'hui, que tout est interrelié, mais les anciens savaient ça. Les anciennes traditions ont enseigné ça. Et eux, ils n'avaient pas besoin de machines pour le mesurer, mais aujourd'hui, nous, étant beaucoup dans notre rationalité, on a besoin de preuves, il faut que ça soit prouvé par la science et tout. Donc, mais au moins, c'est prouvé et on a des preuves de ça. Entre autres, les Amérindiens ont parlé beaucoup de ça, de cette connexion-là entre tous les êtres sur la Terre, entre les humains, donc qu'il n'y a rien qui est séparé. Donc, tout est relié, tout est connecté. Et ça va un peu dans le même sens que tu disais, Céline, cette capacité d'union. Donc, en fait, c'est le cœur qui est capable de faire cette relation d'union avec tout ce qui existe, avec toutes les choses, finalement. La tête, pour la raison, c'est vraiment difficile de faire cet exercice-là d'union. On peut le penser, on peut le rationaliser, mais c'est vraiment ici, c'est vraiment le cœur qui peut le sentir. Donc, on est relié, on est connecté avec nos champs électromagnétiques. Et une autre donnée que je voudrais vous présenter, c'est toutes les recherches qui se font actuellement sur la cohérence cardiaque. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler sur la cohérence cardiaque, mais en fait, la cohérence cardiaque, c'est, en santé du moins, c'est un indicateur de l'état de santé d'une personne. Donc, une personne qui est capable d'avoir le plus souvent possible des moments de cohérence cardiaque, c'est une personne justement qui est en cohérence avec son environnement. Donc, quand on parle de cohérence, on parle aussi d'harmonie. Donc, c'est une personne qui est capable d'être en interrelation ou en relation harmonieuse ou adéquate avec son environnement, finalement. Ça peut sembler simple, mais c'est pas nécessairement évident. Parce que parfois, on est dans notre tête, on aimerait que les choses soient d'une certaine façon, donc on peut projeter des idées, on peut projeter des émotions, on peut être en colère contre quelqu'un, on peut être... Donc ça fait que ça nous place en incohérence cardiaque. Et c'est en fait, ça apporte du stress directement. On sait que par exemple, des émotions négatives, lorsque on mesure en anglais, c'est heart rate variability, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Puis on voit qu'elle est incohérente. On va voir ça, par exemple, quand les gens vont avoir des émotions négatives. La colère, du ressentiment. On va voir ça aussi quand les gens vont vivre de la peur. Donc, tout ça, toutes ces émotions qu'on pourrait parler, elles ne sont pas négatives en soi, mais disons qu'elles ne sont pas vraiment bénéfiques. Donc ça va nous placer un peu en incohérence cardiaque. Ça veut dire qu'on va être un peu déstabilisé, on va être décentré. Puis, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile de prendre des bonnes décisions. Ça, on n'a pas vraiment besoin de le prouver avec la science. On sait que quand on est fâché, quand on est en colère, quand on est sur le coup de l'émotion, est-ce qu'on est vraiment capable de prendre de bonnes décisions? C'est plus difficile. Est-ce qu'on est vraiment capable d'être créatif? Est-ce qu'on est vraiment capable de trouver des solutions à nos problèmes? Bien souvent, non. Parce que le cœur est comme déstabilisé. Donc ce qu'on a remarqué avec la cohérence cardiaque, c'est que les gens qui sont en santé, ils vont être capables en fait, c'est vraiment une mesure directe de santé, ils vont plus être cohérents au niveau cardiaque. Lorsqu'on mesure leur rythme cardiaque, il est plus cohérent. Puis quand on parle de cohérence, c'est pas que le rythme cardiaque est vraiment stable. Au contraire. En fait, le rythme cardiaque, plus il varie, plus il est susceptible, plus il est capable de s'adapter, plus on va être cohérent au niveau cardiaque. Donc, une personne, par exemple, qui aurait toujours un même rythme cardiaque, des fois on voit dans les films l'espèce de machine là, qui donne un rythme cardiaque hyper
hyper rigide, justement, ce genre de rythme cardiaque-là, c'est pas une mesure de santé. Pourquoi? Parce que ce que c'est en train de nous dire, c'est que la personne va toujours réagir de la même façon face à une situation. Parce qu'on vit dans un monde d'interrelation, on doit interagir les uns avec les autres, il y a des situations qui se passent, il y a des choses qui arrivent, ça nous déstabilise. Puis, on a besoin de réagir adéquatement aux gens qui nous entourent et à des situations différentes. Mais si on est toujours dans notre tête, si on est toujours dans nos mêmes mécanismes de fonctionnement, si on réagit toujours de la même façon, par exemple, quelqu'un me dit quelque chose, il faut tout de suite que je réagisse, il faut tout de suite que je... donc, si on est dans des mécanismes de fonctionnement, donc notre cœur va c'est comme si on n'était pas capable de s'adapter. C'est comme si on n'était pas pleinement dans le monde, finalement. Parce qu'on est ici. On reste dans des mécanismes de rigidité. Et on sait que ça peut apporter, entre autres, des gens qui vont faire des crises cardiaques ou des choses comme ça. Donc, il y a des études qui se font à ce niveau-là. Puis, on sait que leur taux de variabilité cardiaque n'est pas nécessairement en cohérence. Donc, qu'est-ce que ça nous amène comme idée? C'est que c'est en train de nous dire que nous devons être réceptifs. Nous devons être réceptifs à ce qui se passe autour de nous, aux gens avec qui on interagit. Et le cœur, c'est vraiment sa fonction par excellence, c'est comme un récepteur finalement. Donc, il y a une capacité à s'arrêter puis à recevoir l'information. Puis, combien de fois on est, par exemple, dans une discussion ou quelque chose comme ça, puis là, c'est comme, moi, faut que je donne mon idée, il faut que je donne mon opinion, j'ai raison, faut que j'intervienne. C'est comme s'il fallait toujours qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on dise quelque chose, il faut qu'on ait raison, il faut qu'on intervienne. Et ça coupe un peu de la réceptivité. Et ça, on peut le mesurer vraiment au niveau de la cohérence cardiaque, mais ça veut dire qu'on revient dans notre tête, puis on est moins réceptif aux autres. On est moins réceptif à ce qui se passe. Donc, on va être moins en cohérence. C'est important d'être réceptif à ce qui se passe, parce que si quelqu'un a besoin de notre aide, va nous parler, je sais pas, a besoin de se confier ou quoi que ce soit, bien, si on reste dans notre tête, si on l'écoute à moitié, si on le juge, si on le critique, peu importe, même si c'est juste en pensée, bien, la personne va le sentir. Puis une personne qui est en cohérence cardiaque, donc ça veut dire qu'il va être centré, qu'il va avoir pris le temps de prendre son champ de conscience puis le descendre ici, puis faire une pause, puis c'est important de faire une pause, puis d'arrêter l'espèce de hamster mental qui tourne sans arrêt. Donc une personne qui est en cohérence cardiaque va pouvoir mettre quelqu'un qui n'est pas en cohérence cardiaque. Donc les chants qu'on voyait tout à l'heure. Donc si moi je suis en cohérence cardiaque, je vais pouvoir influencer mon environnement. Puis si je ne suis pas en cohérence cardiaque, je peux déstabiliser quelqu'un aussi. Donc c'est pas seulement nos actions finalement qui ont un effet, mais ça peut être nos pensées, nos émotions. Donc, d'où l'importance justement de se centrer, d'essayer de se connecter, comme tu disais, Céline, d'essayer de faire cet exercice-là, d'essayer de trouver cet endroit-là en nous qui est, là, je me sens, je suis plus dans mon centre finalement. Je suis moins dans ma tête, donc je suis plus en réceptivité. Je suis plus dans la contemplation, dans la curiosité, donc c'est vraiment une autre façon de se relier, c'est une autre perception. C'est vraiment une autre façon de se connecter finalement. Ça implique justement, comme tu disais Céline, il faut comme se connecter. On est un peu déconnecté aujourd'hui, parce qu'on est toujours sur nos iPhones, nos trucs, mais à quelle fréquence est-ce qu'on vraiment on s'arrête puis on se connecte vraiment à nous-mêmes? Et ça, c'est fondamental. C'est la base pour être en cohérence cardiaque. C'est la base pour justement être capable d'interagir comme adéquatement les uns avec les autres, puis d'être réceptif. Donc, je ne sais pas si tu avais... Oui, c'est tout à fait intéressant, Sophie, ce que tu viens de nous présenter là, et puis ce que la science fondamentale est en train de nous amener aussi, qui, comme tu le disais, n'est pas nouveau. On rencontre cette connaissance-là dans les civilisations anciennes.
entre autres dans le bouddhisme, entre autres dans l'Égypte ancienne. Pour ceux qui ont assisté à la conférence la semaine dernière, vous l'avez vu avec la scène de la balance, par exemple, où on pèse le cœur. Hein, et quand tu vas en reparler tout à l'heure, Sophie aussi, et quand on parle du cœur, on parle du cœur conscience. On parle de l'intelligence du cœur. Bon, alors il y a eu quelques livres qui ont été écrits à propos de l'intelligence des émotions, par exemple, plus récemment. Alors c'est intéressant, c'est un pas aussi que l'on a fait avec cette conscientisation. Et en même temps, c'est intéressant de continuer, d'aller plus loin, d'approfondir, et puis de parler aussi de cette intelligence du cœur. Et justement, bien sûr, avec le bouddhisme, on a un référentiel là, une tradition de sagesse, une voie de connaissance, comme toutes les autres traditions. On aurait pu faire référence par exemple à Confucius, on aurait pu faire référence au Tibet, et on le fait aussi dans notre programme de cours ici à Nouvelle Acropole. Mais justement, cette capacité de pouvoir revenir à soi-même et de pouvoir se centrer. Parce que quand on parle du cœur, de quoi parle-t-on? On parle de cette capacité de revenir à soi-même et de se centrer. Parce que tout part de soi. Et là, avec cette belle une phrase de sagesse de Bouddha qui dit ne cherche pas la perfection dans un monde aussi changeant, où tout est en constante transformation. Et cette transformation, en fait, elle n'est pas négative. Elle est la loi de l'existence, elle est la loi de la vie. Par la transformation du monde qui nous entoure et par notre propre transformation, nous évoluons, nous transformons, nous avançons, nous progressons. Nous progressons comment? Pas nécessairement en développement, et c'est là peut-être, c'est là où est notre questionnement. Il ne s'agit pas de progrès, encore une fois, technique ou de progrès matériel, parce qu'à un moment donné, on va s'étouffer sous la matière. Il s'agit peut-être justement de se dépouiller de cette expansion seulement matérielle, cette expansion, je dirais, horizontale, et pouvoir vivre une expansion plus verticale, une expansion d'éveil de la conscience. Alors, mais comment on fait ça? Parce que l'aspiration à être en cohérence, on emploie la terminologie que nous amène aussi la réflexion scientifique. Comment on fait ça? Être en cohérence cardiaque, comment on fait ça? Pouvoir créer un champ harmonieux avec ce qui nous entoure. Alors, le bouddhisme nous donne une clé vraiment intéressante. Quand il dit, perfectionne plutôt ton amour. C'est intéressant. Donc, l'amour est quelque chose qui se perfectionne. L'amour est quelque chose qui peut progresser. On a tendance à voir l'amour un peu comme, je dirais, un sentiment un peu indifférencié, un sentiment qui est là, total, mais ce que les enseignements traditionnels, ce que toutes les traditions nous disent, en fait, c'est que l'amour est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Alors, encore une fois, nous, on a, dans notre modernité, beaucoup formé la tête, dans nos écoles et tout ça, mais on a négligé d'apprendre par le cœur. Et ça se fait. Et comment ça se fait alors? De perfectionner son cœur. Alors,
ça veut dire toutes ces émotions qui peuvent nous envahir. Bon, Sophie, tu les mentionnais tout à l'heure, que ce soit la colère, que ce soit une peur, que ce soit une frustration, les envies, etc., quand les choses ne se passent pas comme l'on veut. Alors, comment on fait ça? Alors moi, j'aime, mais ça ne se passe pas comme je veux, l'autre n'est pas comme je veux, mais il est différent de moi. Alors, et donc, c'est là où arrive la tension, mais vraiment, l'amour intègre une richesse, une diversité d'expressions qui existent dans la nature. Et comme tu le disais, Sophie, alors en fait, on peut penser que la cohérence cardiaque, c'est quand, bon, on pourrait penser c'est quand c'est une même chose qui se reproduit ou quand tout est pareil, mais non. En fait, il va y avoir de plus en plus de cohérence quand je peux intégrer de plus en plus de complexité, de la diversité, une complexité du vivant, que je puisse être capable de me relier à la richesse de la vie, la richesse des cultures, la richesse des êtres humains, la richesse des voies de connaissance. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup en silo et tout est séparé, tout est découpé, tout est isolé. Mais en fait, c'est une fabrication intellectuelle de la réalité. La réalité n'est pas ça. Comme tu disais, tout est en interaction, tout est en interrelation. Et les Amérindiens le savaient bien quand ils disaient ce que tu fais à la toile de la vie, tu le fais à toi-même. On reçoit ce que l'on donne. Non? Ça, alors, qu'est-ce qu'on est en train d'émettre avec notre cœur? Est-ce qu'on émet nos peurs? Est-ce qu'on émet nos fermetures? Est-ce qu'on émet nos incompréhensions qui viennent nourrir nos peurs et tout ça? Alors, ça nous prend une voie, ça nous prend un chemin pour perfectionner justement notre capacité d'aimer. Alors, donc, c'est une ouverture. Alors, au départ, il y a une ouverture qui peut être plus ou moins grande, dépendamment de notre capacité. Mais c'est certain que plus on va s'exposer à la différence et plus on va se mettre dans une voie d'apprentissage. Parce que si je pense j'ai la vérité, et donc ma vérité est la vérité, alors ça y est, je suis fermée. Et tout ce qui n'entre pas dans ma vérité est mauvais. Donc je vais le combattre. Parce que, bon, il y a ma capacité d'aimer, il n'y a pas justement cette ouverture du cœur. Donc ça va être une fermeture à tout ce qui m'est étranger, à tout ce qui m'est inconnu, à tout ce qui m'est différent. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'exposer. Alors j'aime la musique, mais un style de musique, un instrument de musique en particulier. Mais peut-être, il y a d'autres musiques qui sont intéressantes, il y a d'autres instruments de musique qui sont intéressants. Et à ce moment-là, je peux entendre l'orchestre tout entier dans sa richesse, avec toutes ses variations, etc. L'humain a de très grandes possibilités. Et la vie nous offre, encore une fois, un trésor de possibilités également. Mais qu'allons-nous en faire? Donc, pouvoir apprendre à apprendre, finalement. C'est ça la clé pour pouvoir marcher sur cette voie d'amour, pour arriver à une connaissance par le cœur. Parce que le titre de la conférence, on a dit cœur et intuition. Alors, comment on arrive à l'intuition? L'intuition est quelque chose de très rare. Souvent, on la confond avec le pressentiment. C'est déjà un pas,
c'est bien, le pressentiment, mais l'intuition est beaucoup plus profonde. C'est une connaissance directe, connaissance, une union avec la réalité qui nous amène une lumière. L'intuition, c'est l'illumination de Bouddha. C'est la sagesse. Bon, alors, nous ici, on n'est pas Bouddha. Par contre, on aime la sagesse. Et on peut aller, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas illuminés, que nous n'avons pas la sagesse, que nous ne pouvons pas marcher vers elle et, se relier à ce qui nous entoure et à nous-mêmes et pouvoir avoir des étincelles de cette sagesse, c'est-à-dire des intuitions. Pas l'intuition, mais des intuitions qui nous permettent de dire ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est la bonne chose à faire, ce qui est la bonne attitude à avoir, ce qui est le comportement qui s'applique. Et tout ça va passer par le cœur. Mais le cœur n'est pas cet amour, et là le bouddhisme va nous donner une autre phrase qui est vraiment intéressante aussi pour imager cette connaissance-là. Il va nous dire, comme la pluie entre dans une maison couverte de chaume, qui laisse passer la pluie, le cœur qui n'est pas cultivé laisse entrer le désir. Donc on fait une différence entre l'amour véritable, l'amour qui est une voie de connaissance, et le désir qui est de s'approprier. J'aime, je veux. C'est ça qui est de s'approprier. C'est un amour alors possessif. C'est un amour, c'est un petit amour, et c'est un amour qui peut être aussi aveugle, où on aime tellement l'autre qu'on l'enferme, où on aime tellement sa religion que en dehors d'elle, point de salut, où on s'aime tellement soi-même que alors c'est l'égoïsme total, et crève qui crève les autres, tant pis, pas de considération pour l'autre. Donc, il y a cette distinction. Et bon, alors, comment à l'intérieur, comment en soi, on peut justement être plus dans cette ouverture du cœur, plus dans l'amour de l'autre véritable, que dans une voie de chercher à posséder, à contrôler. Donc, ici, on a des pistes intéressantes. Donc, on va poursuivre avec le thème. Donc, on a vu en première partie avec Céline et moi que l'importance de se reconnecter avec cette dimension de cœur qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme quoi, c'est pas un concept qui est nouveau, mais qui a toujours existé finalement, et qu'on redécouvre aujourd'hui avec la science. Donc, on va parler un petit peu de l'Égypte. Je sais que pour ceux qui vous avez assisté à la conférence la semaine passée, c'était le thème de la conférence « Pourquoi peser l'âme ?» Et vous avez vu cette scène-là. Je reviens là-dessus parce que c'est important de comprendre comment est-ce que l'Égypte percevait le cœur. Donc, comme vous avez peut-être vu la semaine passée, cette scène-là, en fait, c'est une scène très commune, qui est la scène de la balance, où ce que les Égyptiens nous expliquent, c'est qu'à la mort, donc lorsqu'on meurt, le cœur du défunt est pesé. Donc, notre cœur serait pesé à notre mort. Puis, qu'est-ce qui est pesé, finalement? Qu'est-ce qui va être pesé dans notre cœur? Eh bien, ce ne sera pas, combien de voitures on a obtenues, ou combien de maisons, ou combien de richesses on a accumulées, mais quelles expériences on a vécues, mais c'est les actions qui ont été faites avec cœur. Quelles actions dans notre existence on a faites réellement avec le cœur? Donc avec le don, avec générosité, peut-être qu'on va en parler un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a été fait avec les vertus finalement du cœur?
avec la bonté, avec la beauté, avec la justice. Et ce qui était souhaité à ce moment-là, c'était que le cœur soit plus léger que la plume de Maat. Maat, c'était la déesse de la justice. Et ce qu'on souhaitait, c'est que le cœur du défunt se soit allégé durant son existence, que la personne ait réussi à alléger son cœur durant son existence, et que son cœur soit plus léger, qu'il puisse passer à une autre dimension, finalement, un autre cycle d'évolution. Donc, ce que ça nous dit vraiment, cette notion-là, c'est que ça nous reconnaît à une dimension de légèreté. Puis on peut se demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger notre cœur? Qu'est-ce qui allège notre cœur, finalement? Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, mais quand on fait une bonne action ou quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, c'est comme si on avait le cœur léger. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'élevait un peu en nous. Puis à l'opposé, si, par exemple, on a fait quelque chose de... on a fait une mauvaise action, on a été un peu méchant avec quelqu'un, on a critiqué quelqu'un, mais on peut sentir que le cœur est lourd. Puis c'est drôle parce qu'on le sent vraiment physiquement. C'est comme s'il y avait... Vraiment, le cœur nous le faisait sentir. Ou, par exemple, quand on a aidé quelqu'un, je sais pas, on a fait quelque chose d'appréciable pour quelqu'un, et cette personne-là va nous remercier du fond du cœur. Elle va dire « Ah, merci, ça m'a vraiment aidé » ou « Merci de m'avoir écouté, je me suis sentie... bon, peu importe. » Puis, c'est comme si, à l'intérieur de nous, c'est comme si le cœur s'élargissait. C'est comme si il y avait comme un petit quelque chose qui s'ouvrait en nous. Donc ça, c'est important, et vous essayerez de le noter dans votre vie, dans la journée. C'est cette sensation-là un peu qui peut arriver quand on fait une bonne action. Puis, une phrase de sagesse qu'on aime beaucoup de l'Égypte ancienne, c'est « J'ai mis le cœur à l'intérieur du corps pour toi, pour que tu puisses te rappeler ce que tu as oublié. » Donc, c'est intéressant parce que c'est comme si, ça nous dit que c'est comme si le cœur savait. Le cœur est sage. Le cœur sait qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, quand la conscience se place dans le cœur, il n'y a pas besoin de penser ou de réfléchir ou de paraître ou de « il faut que je devienne quelqu'un, il faut que je paraisse bien, Donc, il n'y a rien à faire finalement, il n'y a pas d'action à faire, mais il y a juste à être. Donc, c'est vraiment comme être plutôt que d'avoir ou de chercher des honneurs ou chercher à faire quelque chose. Et ça, toute l'idée de l'Égypte ancienne, quand on parle de l'Égypte ancienne, c'était vraiment basé sur cette morale-là, cette morale au quotidien. Puis on sait que pour les Égyptiens, la Grande Égypte, c'était fondamental pour eux de pratiquer et de développer cette morale-là au quotidien. Donc eux, ils étaient vraiment connectés avec leur dimension, avec leur centre, je pense qu'ils étaient vraiment cohérents, les Égyptiens. C'est pour ça qu'on aime beaucoup étudier ici à Nouvelle-Acropole les anciennes civilisations, parce que elles sont en train de nous montrer une autre façon de se relier à la vie, une autre façon de percevoir. Il y a des sagesses que nous apprennent ces anciennes civilisations-là, qu'on a peut-être oubliées aujourd'hui, mais qu'on est en train de se réapproprier. Je ne me rappelle plus c'est quel philosophe qui a dit qu'apprendre, c'est se souvenir. C'est Platon, Céline qui a dit ça, c'est Platon. Donc, lorsqu'on apprend, on se souvient. Donc, c'est comme si le cœur avait cette mémoire-là d'une connaissance profonde, d'une connexion à la vie. Et lorsqu'on est en contact avec ces grandes civilisations-là, ces grandes vérités, c'est comme s'il y avait une connexion qui se faisait. Et c'est pour ça que l'Égypte fascine autant. C'est pour ça que les grandes civilisations, on est comme complètement dépassés lorsqu'on voit l'Égypte, parce que probablement on ne comprend pas nécessairement comment ils ont fait pour réaliser cette grande civilisation-là. Mais il y a quelque chose qui vient nous chercher, il y a vraiment quelque chose qui vient nous toucher. Et je pense que c'est cette grandeur-là que l'Égypte nous a léguée, qui n'est pas seulement... souvent on voit les pyramides, on voit les constructions qui étaient énormes, mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui était derrière l'Égypte. C'est-à-dire, c'était quoi leur connexion à la vie, c'était quoi leur connexion aux grandes lois de l'univers, comment ils ont fait pour les mettre en action. Et eux, en Égypte ancienne, ils ont réussi à se connecter à cette dimension-là, à une dimension aussi plus supérieure, puis à le mettre en action.
Donc, d'un point de vue, c'est comme si, en fait, on peut apprendre de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, on pense que, puisqu'on est super évolué aujourd'hui, on a des iPhones, on a des voitures maintenant qui se conduisent sans conducteur. Donc, il y a beaucoup de technologies, c'est vraiment incroyable. Mais en même temps, c'est comme si cette technologie-là s'était fait un peu, ou cette progression-là s'était fait un peu au détriment d'une dimension plus profonde. C'est comme si on avait oublié cette dimension de l'être. Donc, c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui se réapproprier, justement. C'est pas perdre la raison non plus. C'est pas qu'on veut retourner en Égypte, ou c'est pas qu'on veut se retourner dans les anciennes civilisations, mais en fait, on peut apprendre d'eux, puis on peut, oui, utiliser la raison pour développer des technologies, mais on peut, et je pense qu'on doit, se reconnecter à cette dimension de cœur-là, qui peut nous aider à résoudre beaucoup de problèmes, je pense. Parce que lorsqu'on se connecte avec le cœur, pour l'Égypte, le cœur, c'est le siège de la spiritualité, la véritable intelligence. Donc, pour les Égyptiens, l'intelligence, elle n'est pas au niveau de la tête, elle est vraiment au niveau du cœur. Donc, le cœur sait ce qui est bon, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui est adéquat de faire. Donc, si on se connecte avec cette réalité-là, peut-être qu'on va être capable de résoudre plus des problèmes qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'on va être plus créatif. On espère en tout cas que ça puisse fonctionner. Donc voilà, c'est toute cette dimension-là de cœur qu'on aime retrouver dans les anciennes civilisations. Et comme Céline en a parlé, on le retrouve autant en Orient qu'en Occident. Et c'est vraiment cette capacité d'union, c'est pour ça qu'on a fait le thème aujourd'hui sur union, cœur et intuition, union entre l'Orient et l'Occident. Bien, c'est redécouvrir que ces vérités-là, les vérités universelles, les lois universelles, on les retrouve autant en Orient qu'en Occident. Et il y a vraiment un fil d'union entre ces... C'est ça, hein, ce fil d'union qui nous permet de faire des ponts entre les cultures, faire des ponts entre nous, et faire des ponts aussi avec quelque chose auquel on n'accorde pas souvent de place, mais qui est essentiel, c'est faire un pont avec le mystère. Parce que l'amour est mystérieux et l'être humain est mystérieux aussi. La vie est mystérieuse. Et toutes les civilisations anciennes se sont ouvertes à ce mystère de la vie, à ce mystère de l'être humain, à ce grand mystère de l'amour. Oh, la science fondamentale aussi nous dit, du côté, si on fait référence par exemple à l'astrophysique, hein, nous dit, quand on regarde justement la cohésion qui existe dans l'univers, d'où ça peut venir, cette cohésion qui existe dans un système solaire, cette cohésion qui existe dans les galaxies, dans laquelle nous, on se trouve. Et les scientifiques nous disent, il n'y a qu'une seule chose que ça peut être, c'est l'amour. Le cœur est partout. Il est à l'intérieur de nous, et puis nous sommes dans le cœur. Les civilisations anciennes nous parlent nous ont toutes parlé de ce mystère et comment on peut s'en approcher. Puis on l'a toujours cherché quelque part. Même dans nos époques contemporaines, avec des artistes, qui nous parlent avec des phrases très simples de ce qui est essentiel. Et toujours, ça nous parle. Et on peut vivre avec des phrases comme ça qui sont très simples, mais qui véritablement nous aident à vivre et nous permettent de nous transformer et de ne pas oublier de comment on peut interagir les uns avec les autres, de comment on peut être. Parce que comme tu dis, Sophie, c'est pas avoir, mais c'est être les uns avec les autres. On a un très grand pouvoir de pouvoir transformer les choses. Mais
comme dit aussi un autre grand sage qu'on aime bien ici, Gandhi, donc, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Retourne à ton cœur, retourne à ce qui est essentiel et tu vas pouvoir. On va pouvoir, chacun de nous, avoir une action sur notre environnement et changer des choses, changer de choses dans notre vie. Est-ce qu'on peut faire que le monde soit un peu meilleur à la fin de notre vie que quand on est arrivé dans l'existence? C'est un beau chemin d'apprentissage. Il y a beaucoup à découvrir. Et chacun de nous sommes précieux pour amener au jour les découvertes du cœur. C'est-à-dire une capacité de vivre plus en harmonie les uns avec les autres. C'est un idéal philosophique, une fraternité universelle. Ça a été chanté par tous les poètes, tous les grands écrivains, et on le chante encore, on veut y croire. Et à Nouvelle Acropole, ça fait 60 ans que l'on marche pour actualiser cet idéal philosophique, et ça continue. C'est un mouvement philosophique international qui continue de croître avec beaucoup d'humilité, parce qu'on est très loin de la sagesse. Il faut le voir, il faut le savoir, on le sait, quand on regarde l'état du monde actuel. Mais il ne faut pas baisser les bras. Chacun de nous pouvons faire une petite différence dans le monde en commençant par nous. Mais qui je suis? C'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Et comment je peux cultiver mon cœur? Puis l'apaiser quand il s'emballe, quand il devient débridé. Comment je peux émettre quelque chose qui crée de la santé et moins de pollution. Donc, c'est ce qu'on voulait vous présenter, Sophie et moi, ce soir. Et puis peut-être on ouvre aux questions, s'il y a des questions, si on peut y répondre. On parle beaucoup de l'amour, mais comment on définit l'amour? Comment vous le définissez, l'amour? C'est bon de le permettre, mais en philosophie, souvent, on veut définir les choses, parce que... Quelle est la définition que vous lui donnez? Ben alors, oui, c'est une grande question. Pour ça, on dit c'est un mystère. C'est un mystère. En même temps, bon, l'amour est une grande force d'union. On va dire une force. Et en même temps un transport. Et c'était représenté toujours, parce que quand on parle de l'amour, on parle de quelque chose qui est intérieur, on parle de l'invisible, on parle de quelque chose qui est invisible parce qu'on ne pourra pas le peser. Sinon que le représenter sous forme d'un symbole, comme ont fait les civilisations anciennes. Donc ils ont représenté le cœur, ils ont représenté l'amour à travers un petit vase. Donc ils ont mis sur la balance. Donc, parler de l'invisible. Alors, c'est quelque chose qui va se vivre, qui va dépasser les explications, mais c'est pas pour ça que l'on ne peut pas en parler, qu'on ne peut pas tenter de le représenter. Dans la Grèce ancienne, c'était représenté par... C'est un très, très vieux dieu. Très vieux dieu. C'était le dieu Eros. Alors, le dieu de l'amour, qui n'est pas du tout, que nous, on a réduit à l'aspect le plus matériel, érotique. Mais évidemment, ça, c'est quand tout se réduit, tout se compresse, mais l'amour est une très grande puissance, puis une grande force de cohésion. Quand on dit, les scientifiques disent que ce qui relie
tout ce qui existe dans l'univers. Qu'est-ce que c'est? C'est un mystère, c'est l'amour, c'est mystérieux. Mais c'est une force qui met en mouvement. L'amour est représenté avec des ailes. Et Ross était représenté ailé. Et c'est ce qui permet un transport. C'est un transport qui nous amène jusqu'à une joie très profonde qui, chez les Grecs, encore, je fais référence à la civilisation grecque, était associée à l'enthousiasme. L'enthousiasme qui veut dire anthéos, qui vient de anthéos, qui veut dire en Dieu. C'est un transport divin, si on veut. Et ce transport divin, l'amour, en fait, est une force d'évolution qui va nous amener à l'intuition, c'est-à-dire à la sagesse. Mais au-delà de la symbolique, parce que faut être rationnel, c'est quoi? C'est un état de bien-être qui procure le fait d'être avec une personne, avec un objet. Moi, j'aime une pomme. Bon, on parle d'une pomme, mais il y a un amour, il y a un état de bien-être. Aimer faire une action, c'est un état de bien-être. Il y a quelque chose aussi qu'on peut... Parce que au-delà du symbole, parce qu'on peut avoir beaucoup de symboles, mais il faut aussi le rationaliser. En anglais, on dit love. En français, on dit amour, amitié, ami, amical. On a tous ça. En anglais, c'est love, mais on ne dira pas friend. Hein? Oui, c'est sûr. C'est sûr que l'amour, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, on va dire. Hein? Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. L'amour a ses raisons qu'on a du mal des fois à comprendre seulement intellectuellement. Mais la question, elle est intéressante. En effet, et on nous a parlé dans les traditions de sagesse aussi d'une échelle de l'amour. Il y a Platon qui nous a parlé de ça. Il a parlé que l'amour existe partout. Il est la force qui maintient l'univers. Il est dans le cœur de l'humain, il est dans le cœur de l'oiseau, il est dans le cœur de toute chose. Et oui, on va aimer un objet, on va aimer un fruit, on va aimer un arbre, on va aimer un animal, on va aimer une rivière, une montagne, on va aimer une personne. Et certainement que ce ne sera pas le même amour. Tu vois? Et l'amour, tu vois, peut grandir. Il peut, comme on a vu avec, par exemple, la référence au bouddhisme, le cœur peut apprendre, peut évoluer, l'amour peut grandir. Et je peux aimer une personne. Tu vois, s'il y a une relation amoureuse, et c'est toujours l'amour. Et puis mon amour peut s'agrandir à une famille, à une communauté, à l'humanité tout entière. J'ai comme une réflexion, c'est comme l'amour, c'est une force. Le neutre de l'amour, l'absence d'amour, c'est une indifférence. Est-ce qu'on peut y aller par le négatif aussi? Est-ce que haïr, ça va encore dans le même sens? Est-ce qu'on va essayer de le définir? Est-ce qu'on peut aller vers le contraire? L'indifférence, est-ce que c'est l'absence d'amour ou c'est autre chose? Ouais, est-ce que c'est de l'eau chaude, de l'eau froide, puis dans un eau qui est tiède? Non, mais j'essaie de réfléchir. Oui. Et c'est certain que la raison nous amène des réflexions par rapport à ça. Encore toujours, ce qui est intéressant, c'est de voir, tu vois, dans la situation, en tout cas, comme philosophe à Nouvelle Acropole, tu vois, il y a une aspiration. Et c'est une aspiration qui vient du cœur. Tu vois, et c'est pour ça qu'on se relie à tous ces enseignements de sagesse qui viennent du cœur. Tu sais, de vivre dans un monde nouveau et meilleur. Ça veut dire un monde plus fraternel. Un monde plus humain. Tu vois, où les relations de cœur à cœur, les relations d'âme à âme sont possibles. Alors, donc c'est cette culture-là, en fait, qui nous intéresse. C'est cette connaissance-là. Parce que on s'en est beaucoup, on s'en est éloigné. Comment la retrouver? Comment la mettre au centre de la vie? Comment remettre le cœur au centre?
de la vie comme ça l'était dans les civilisations anciennes. C'est pas nouveau. On cherche ça, on en a besoin fondamentalement, parce que sinon on se dessèche comme humanité et ça donne beaucoup de souffrance autour de nous. Vous avez très peu parlé de l'intuition. Vous avez fait la référence à l'illumination et tout. Est-ce que pour vous, l'intuition se limite à ça ou c'est plus? C'est pardon? Ou c'est plus que juste l'aspect de l'illumination, comme le bouddhiste? Alors, donc, je vais me répondre pas en mon nom, parce que, mais plutôt, tu vois, en faisant référence à une expérience de sagesse qui existe dans le monde que j'ai absolument aucune prétention d'avoir comme philosophe, hein, mais amoureuse de la sagesse, oui. Mais tu vois, c'est ça, toute l'expérience de l'humanité, et on a eu des sages, il y a eu des sages dans l'humanité, il y a eu des maîtres de sagesse qui ont apporté des enseignements qui traversent le temps, traversent des millénaires, et qui viennent nous parler aujourd'hui de quelque chose qui est toujours aussi essentiel. Et l'intuition pure est quelque chose qui est exprimé dans les traditions de sagesse, et on nous en parle comme la lumière. C'est la lumière. C'est la pure connaissance. C'est cet état d'union qui amène une sagesse, qui amène une connaissance. Alors, donc, comme je ne suis pas sage, je ne sais pas ce que c'est l'intuition. Mais, par contre, à travers l'expérience de cet amour de la sagesse, je peux faire l'expérience de petites intuitions, de petites gouttes d'intuition, si tu veux, de petites étincelles d'intuition, qui me confirment que tu sais, mon cœur conscience, comme en parlent les Égyptiens, me dit hein, l'action, elle est juste, elle est bonne, elle est droite, c'est ce que je dois faire. Il y a une certitude intérieure. L'intuition amène une certitude intérieure. On parle de la chose de l'inconscient. On parle que l'homme, l'humain, contient une partie inconsciente ou subconscient. Donc elle a un rôle pour réfléchir, ou bien pour faire des décisions, ou bien pour faire des actions. Quelle est la position de l'inconscient par rapport à ce que vous avez présenté? Est-ce que c'est le cœur, ou bien l'inconscient? Est-ce que c'est le cœur peut-être, ou bien c'est l'inconscient? Alors, est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu entends par inconscient? C'est-à-dire l'inconscient, des fois on peut faire quelque chose avec sans avoir conscience. C'est-à-dire l'inconscient qui nous donne la connaissance. Par exemple, quelqu'un qui... donc de toute façon, ce mot inconscient ou bien subconscient, il est connu, comme quoi c'est une connaissance intérieure qu'on peut ne pas réfléchir. C'est-à-dire ça vient rapidement. Ça vient sans réfléchir. C'est inconscient. Donc je veux comprendre par rapport à la conscience ou bien par rapport au cœur, comment la liaison avec l'inconscient, la partie inconsciente de la personne, le subconscient. Ben, je vais encore faire référence à l'Égypte ancienne, ça pour peut-être éclairer la question. Je suis pas, parce que ici il y a beaucoup d'interprétations, définitions de l'inconscient, subconscient et tout ça. Alors ça c'est, faut faire des fois attention à la terminologie, mais restons dans la perspective philosophique. Et dans ce sens-là, je ferai encore une fois référence à ce dont on parle en Égypte ancienne quand on dit le cœur conscience. Qu'est-ce que c'est le cœur conscience? C'est la dimension intérieure. C'est quoi cette dimension intérieure? C'est la dimension de l'être. De l'être. Alors, nous avons une personnalité
Est constituée d'une dimension plus instinctive, d'une dimension plus inconsciente, on pourrait dire. Mais nous avons aussi une dimension essentielle, une dimension intérieure, une dimension spirituelle qui est celle de l'être. Et donc, oui, quand on est connecté au cœur, être connecté au cœur, ça veut dire aussi être connecté au centre, être relié au centre, c'est être lié à l'être. Et donc, qui suis-je? C'est ça la grande question philosophique. Parce que, alors je me vois, j'apparais, ça c'est ma personnalité qui paraît, on se voit dans le miroir, donc ça c'est l'apparence, c'est la surface. Mais est-ce que nous sommes seulement l'apparence, la surface? Est-ce que nous voulons aussi être aimés seulement pour comment nous apparaissons? Alors c'est un amour très superficiel alors. Parce que peut-être que je peux bien aimer ma pomme, mais elle va vieillir, elle va continuer de vieillir. À un moment donné, tu vois, elle peut perdre son éclat extérieurement. Mais il y a quelque chose qui subsiste, qui est cette intériorité et qui est l'être. Et c'est pour ça que nous savons très bien que nous ne sommes pas ce reflet dans le miroir, qui est l'ombre de nous-mêmes en fait. Et quand on dit aimer, se relier à son propre cœur pour rencontrer le cœur de l'autre, pour avoir des relations qui sont authentiques, qui soient vraies, parler d'âme à âme. Donc ça, c'est la connexion avec soi, avec l'être. Mais qui suis-je? C'est la question philosophique. C'est quoi le sens de ma vie? Où est-ce que je vais avec ça? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est pour ça que c'est tellement passionnant, la philosophie. C'est une urgence dans notre monde que de nous comprendre, que de devenir autonome, que d'être libre, parce que la philosophie libère. La connaissance, mais pas n'importe quelle sorte de connaissance. On peut avoir des connaissances qui nous enchaînent. C'est souvent la connaissance cérébrale qui nous met dans toutes sortes de modes de référentiels. Ça s'appelle les débats de chapelle, les combats de chapelle, tu vois, le cœur uni, le cœur relie. On peut être frère et sœur d'âme, mais on n'est pas frère et sœur par l'idéologie. C'est ça qui nous éloigne les uns des autres. La question de l'intuition, on a simplifié beaucoup le cerveau, le fonctionnement du cerveau, en disant que le cerveau gauche est rationnel, il comprend les mots, les chiffres, ces choses-là, que le cerveau droit est plus intuitif, puis que les deux cerveaux ne se parlent pas tant que ça. Fait souvent, le cerveau droit a perçu du non-verbal, un mouvement, quelque chose, un visage un peu stressant, puis là, mais les gens se sentent mal à l'aise. Puis à un moment donné, c'est parce qu'il y a une partie du cerveau qui l'a analysé. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que vous, dans votre façon de voir qui peut expliquer l'intuition? Par rapport à ça? Par rapport aux deux cerveaux, parce que ce qu'on dit, par exemple, il y a des gens qui ont des accidents, puis les deux cerveaux sont un peu scindés, puis ils vont fonctionner ou bien intuitivement, mais ils sont complètement déconnectés de la raison, puis vice-versa. Mais cette notion-là, est-ce que ça fait du sens? Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la neuroscience, là. Mais c'est quand même intéressant parce que ça nous indique que le cerveau fonctionne quand même par dualité. C'est parce que justement, soit tu es dans le cerveau intuitif ou dans le cerveau plus analytique. Donc, le cerveau, c'est sûr que c'est quand même un organe complexe, intelligent, mais ça reste quand même la dualité. Tu sais, c'est plus difficile pour le cerveau d'inclure, d'englober. Pour le cerveau, c'est comme une chose peut pas être cette chose-là et son contraire. Mais pour le cœur, oui. Pour le cœur, c'est comme il va pouvoir voir une chose puis son contraire en même temps. C'est comme ce qu'on appelle un peu l'harmonie par opposition. C'est comme l'harmonie des contraires. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas placer l'intuition dans le cerveau. Tu sais, d'ailleurs, on ne pourrait pas dire, l'intuition, c'est là ou c'est...
D'ailleurs, on ne pourrait pas non plus placer la conscience. On ne peut pas non plus placer, ah, ben la conscience, elle est où la conscience? Elle est dans le cerveau. Non, la conscience, elle va se promener. La conscience, elle va se promener du cerveau jusqu'au cœur. Donc, il y a comme une danse un peu, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pas juste, on n'est pas juste en contact avec. Donc, ça, c'est la conscience qui permet de naviguer à travers nous, à travers différentes dimensions. Mais je pense que le cerveau, par son fonctionnement, il va être un peu dans le dualisme. C'est noir ou c'est blanc, c'est correct, on a besoin de fonctionner comme ça. Je veux dire, si on était trop dans... sinon, on a besoin de faire des listes d'épicerie, on a besoin de réfléchir, on a besoin de rationaliser. Il faut qu'on ait cette dimension-là. Mais en même temps, donc notre conscience, elle a besoin d'être placée là, parfois. Mais c'est quand même intéressant si on est capable, si on était capable de jongler plus facilement à travers ces dimensions-là, comme, OK, là, je suis dans la raison, c'est le moment d'être là, mais je peux aussi être dans le cœur, je peux aussi sentir, percevoir, unir les différences. C'est pas pareil, mais c'est... Donc ça, c'est l'intuition qui permet de faire ça. Comme on a tendance à dire aussi de façon populaire, les femmes sont plus intuitives que les hommes. Là, on entend ça dans le domaine populaire. Non, mais on dit ça quand même. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est... On approche que l'intuition n'est pas du savoir. C'est pas conscient. Au niveau de la physique quantique, vous en faites peu référence de la physique quantique par rapport au cœur. C'est une science nouvelle, mais qui nous apprend énormément par rapport au cœur. On parle d'ondes, on parle de vibrations. Ma croyance par rapport à mes connaissances moins personnelles, l'intuition, elle est vraie si elle est alignée sur le cœur. Est alignée sur le cœur. Donc, le lien avec la sagesse et l'illumination. Mais l'intuition de base est sur une vibration, une énergie qui provient de nous, qui est filtrée par le cœur, qui va nous guider vers sa réalisation, sa justesse. Et si on pense de l'intuition par un processus mental, ça ne fonctionnera pas parce qu'on est dans du connu, on est dans la connaissance. Et l'intuition, comme vous avez dit tantôt, elle est juste, elle est vraie. Ce qui est juste et vrai ne vient pas du mental, elle vient du cœur. Alors, j'aurais aimé que vous touchiez un volet des découvertes par la physique quantique. Tu parlais de neurones, ça prend un peu j'entends ça. Je vais trouver ces recherches-là que vous mentionnez, parce que c'est tout à fait nouveau. Les neurones circulent au niveau de notre système nerveux. C'est effectivement vrai qu'on a des neurones au niveau du cœur, donc elles doivent circuler à travers notre sang. Les neurones circulent à travers. Je pense que c'est au niveau des nerfs, là. J'ai juste résumé à ma question, simple. Est-ce que vous tenez compte de la physique quantique pour définir ce cœur-là spirituel, ce cœur d'organes autres que pompés du sang? Ben, en fait, ce que je peux dire, c'est que quand on rencontre toute l'expérience des différentes traditions de sagesse qui existent dans l'humanité, on trouve ces perspectives-là qui sont redécouvertes aujourd'hui à travers la science fondamentale, à travers la physique quantique. C'est très intéressant. On a fait des activités, philosophie et sciences. L'année dernière, c'était dans le cadre des Journées mondiales de la philosophie, avec quelqu'un qui s'appelle Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique, justement, et qui présente les dernières recherches en neurosciences et qui mentionne que la conscience existe à l'extérieur du cerveau. En fait, c'est la conscience qui donne forme
à l'existence et non à la matière, et non pas la matière qui produit la conscience. Donc, c'est des recherches en sciences fondamentales comme celle que Sophie a présentée avec les recherches sur le cœur qui se font à l'heure actuelle, qui sont tellement intéressantes. En même temps, tout ceci n'est pas nouveau. Comme les découvertes en physique quantique, c'est connu dans notre histoire de l'humanité. Et c'est très intéressant parce qu'à certaines périodes, certaines périodes historiques, certaines civilisations, c'est que ces connaissances ont été mises en pratique. C'est qu'elles ont donné culture, elles ont donné civilisation. Et ça a été toujours des moments de renaissance ou des périodes harmonieuses, que ce soit dans des cultures de l'Orient ou que ce soit dans des cultures de l'Occident. À travers des époques historiques, je pense à celle de la Renaissance, par exemple, certaines périodes de la Grèce ancienne. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des périodes où il y a eu plus de cohésion, il y a eu plus de relations harmonieuses. Mais c'est jamais automatique, ça peut se perdre et ça s'est retrouvé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans toutes ces périodes-là où cette relation avec la vie, avec la nature, avec l'être humain, avec soi-même, ou peut-être, ou certainement, l'amour a été plus au cœur de des civilisations. Et comment ça s'est fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont légué au travers ça pour que nous, on ait un repère, qu'on ait une référence, pour ne pas que notre repère, notre référence, ce soit l'homme, l'homme a toujours, l'humain a toujours été violent, il le sera toujours, et c'est un déterminisme. On est condamné à voir la souffrance dans l'humanité. Non, on a pu vivre autrement à certaines périodes de l'histoire. Comme j'ai dit, l'humain n'est pas parfait. On évolue. On fait des erreurs, mais il faut apprendre de nos erreurs et pouvoir en sortir quelque part, retrouver des voies plus sages, plus tranquilles, plus en paix. Et si on veut avoir une paix durable, la clé, la solution, elle passe par nous. Elle passe par nous. Ça ne sera pas une politique, ça ne sera pas une découverte scientifique, ça ne sera pas... mais nous sommes la clé d'un monde plus humain et de moins de conflits et de guerres dans le monde et plus de paix. Et chacun de nous peut participer à ça, peut contribuer. Et ça commence dans notre propre existence, dans notre vie, à notre mesure, sans autre prétention. Ça prend beaucoup d'humilité. On est loin d'être arrivé. Mais on est en chemin. C'est ça qui est important. Et c'est vital. Alors, merci beaucoup pour vos questions, votre attention. C'était un grand plaisir de vous recevoir. On est ici, comme Sophie l'a présenté, avec nos ateliers de philosophie et ces discussions, ces réflexions. Elles sont ouvertes. On vous invite à venir participer de ce mouvement philosophique international. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.